Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir via Zoom Jean-Yvan, à qui je dis avant tout bonjour Bonjour. et merci de nous accorder ce temps de parole autour d'un de vos livres, le dernier à être publié chez Méo, Sourire d'un enfant caché, que je montre tout de suite à l'écran. Sourire d'un enfant caché. Voilà. Alors, Jean-Yvan, c'est tout un programme parce que c'est un roman qui est un roman autobiographique, mais qui est très innovant. Novateur en ce sens qu'il y a trois grandes questions sans aucun pathos, pas du tout de misérabilisme, et vous vous interrogez sur trois grandes questions. Donc, et d'un, le passif et le passé d'un enfant juif pendant la Shoah, pendant la grande période de l'occupation, question que vous n'aviez jamais encore abordée, mais vous avez, je rappelle, déjà publié une douzaine de romans chez de grands éditeurs, dont de Noël. Vous êtes aussi, vous avez été un homme de théâtre. Et là, j'ai tout de suite envie de vous dire, qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce passé? C'est toujours difficile de répondre pourquoi on fait tel livre. J'y pensais depuis très longtemps. Une amie de l'édition, Françoise Verny, m'avait suggéré de parler de cette période, mais je voulais éviter le témoignage direct. Je voulais passer par le roman, la littérature, et ça m'a demandé des années. Et lorsque le confinement a surgi, j'ai pensé à mes relations, à mes amis, aux gens que je voyais dans le confinement, qu'ils étaient au fond comme des enfants cachés. Et j'ai fait une nouvelle lecture de ce que moi-même j'avais vécu. Et j'ai mis en relation ces deux situations. Alors j'ai été amené, par la forme littéraire que je crois avoir prêtée au roman, à parler de moi pour la première fois, même si parfois il ne faut pas confondre toujours le narrateur et l'auteur. Bien sûr. Bien sûr, mais on sent quand même à lire parfois, même dans ces fameux paragraphes où il ne faut pas confondre aussi le lecteur, le narrateur et le vécu de celui qui est censé avoir écrit. En lisant entre les lignes, on perçoit pas mal de choses. Bien sûr. D'ailleurs, je peux vous confier quelque chose, c'est que j'ai failli écrire roman avec un point d'interrogation, pour laisser le lecteur libre d'interpréter comme il le souhaite, et pour Je être dans comprends. le champ de la littérature. Mais bien entendu, en filigrane et entre les lignes, c'est autobiographique, évidemment, pour une bonne part en tout cas. Alors justement, il y a trois grandes questions qui se révèlent dans ce roman. Il y a la pandémie, vous faites un parallèle, comme vous venez de le dire, avec les enfants cachés. Et il y a aussi un état médical qui fait que ça ramène également à ce forceps ces enfants enfermés au même titre qu'on manque de respiration quand il y a éventuellement un poumon attaqué. Ah, bien sûr, je dirais aussi que cette pathologie que l'on a détectée chez moi m'a aidé à écrire le livre. Pourquoi? Eh bien, parce que je pensais n'avoir aucune séquelle de cette période. Je suis quelqu'un en forme, joyeux, assez épanoui, je crois, mais un jour, il y a eu un problème de santé. Et un pneumologue, évidemment, a constaté que j'avais un poumon occulté. Je me souviens, il parlait d'un voile de mariée. Il me dit, il n'y a rien. Alors, évidemment, j'ai été soigné, opéré. C'est une opération assez lourde, tout de même, le poumon. Et ensuite, le radiologue s'est étonné de la grosseur de la tumeur, puisqu'il faut bien parler de tumeur, mais vraisemblablement bénigne, puisque ça remonte à une quinzaine d'années. Alors là, il avait une théorie me disant, au fond, votre corps reproduit la situation que vous avez vécue.
Il m'a bien dit, ce n'est qu'une théorie, elle n'est pas démontrée, mais c'était son interprétation. La tumeur est en vous, le thorax étant, eh bien, le lieu où j'étais caché. Et ça m'a éclairé. D'un coup, je me suis dit donc, j'ai une séquelle un peu grave, un peu lourde, bien entendu. Et c'est ainsi que mon roman, c'est sur ces trois idées que vous venez de développer, s'est construit. Et Et j'ai en bien vu fait, qu'il y on a avait l'impression, Jean-Yvan, que vous avez expurgé. exactement, Alors, exact, le livre commence avec une recherche de statut d'enfant caché pour bénéficier de la pension d'invalidité à laquelle vous avez droit, car vous avez été caché à l'âge de 7 ans entre janvier 43 et juillet 44 dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'aimerais que vous nous parliez directement de cette période parce que avec beaucoup de, de, de précautions, vous n'abordez l'abandon des parents que vers la fin, vous le dites en filigrane au début, mais vers la fin en disant, ils m'ont sauvé. bien sûr. J'ai pu à l'époque penser qu'il Ils vous avez m'abandonnait, abandonné, bien et sûr. bien sûr, j'ai vécu la chose certainement de cette façon, au point que je n'ai aucune mémoire de l'instant de la séparation. Ça m'a troublé beaucoup et ça m'a aussi amené à écrire ce livre pour m'expliquer cette question. Et on m'a bien expliqué par ailleurs qu'on pouvait occulter un moment de sa vie pour des raisons liées à la douleur engendrée par la situation. Et ça a été certainement un moment très difficile. Maintenant, pour en revenir à la question de la pension d'invalidité, ça a été un déclencheur. Pourquoi? C'est qu'elle était accordée, cette pension, que sous réserve d'avoir des séquelles. Et moi, je n'avais pas de séquelles. Consciemment, je pensais ne pas en avoir. Mais c'est en refaisant le chemin dans l'autre sens, compte tenu de l'âge que j'ai aujourd'hui, que je me suis rendu compte que bien non, j'étais dans l'erreur absolue. Pour une raison extrêmement simple d'abord, indépendamment du problème du poumon. Mais pourquoi est-ce que j'écris? Dans ma famille, personne n'écrivait. Et dès l'âge de 12, 13 ans, j'avais ce goût, cette volonté d'écrire, ce besoin dont je ne savais pas l'origine. Et peut-être maintenant en ai-je à la fin de ma vie un peu l'explication. Alors ça éclaire tout le reste et tous les livres que j'ai pu être amené à faire. En fait, Voilà quelque ce que je peux part, dire. c'est vraiment un problème de maïeutique. Vous avez été Oui, accouché par l'écriture et l'écriture vous a protégé. vraisemblablement, je le pense réellement, bien sûr. Alors, Jean-Yvan, parlez-nous maintenant de Simone Chaumet et de Germaine Bisserier. Ah, ce sont les deux femmes qui ont protégé les 12 enfants dont je parle. Deux femmes jeunes, je crois, 20, 25 ans, 25 ans, oui, c'est cela, qui ont pris tous les risques, qui appartenaient à l'organisme compétent en la matière à l'époque, qui s'occupait des enfants cachés, et qui sont restés avec nous durant près de 18 mois ou 17 mois à peu près, jusqu'au débarquement. Et elles ont été nommées juste parmi les nations des années plus tard. Et en 2011, on voit apparaître sur le mur des Justes à Paris, au mémorial juif, leurs deux noms, que je suis allé voir évidemment et honorer à plusieurs reprises. Je ne les ai jamais revues après, mais je sais que l'une, Simone Chaumet, est décédée jeune en Algérie pendant l'indépendance, la guerre d'indépendance. Je ne sais pas la raison, je ne sais pas dans quelles conditions. Et la seconde, Germaine Bisserier, est morte très âgée à La Rochelle. Voilà les informations que j'ai pu avoir. Mais En ça tout a cas, été deux femmes extraordinaires. ensemble, demandons à l'Éternel que leurs souvenirs s'inscrivent dans le faisceau des vivants parce que c'est largement mérité. Oui, et je crois que ce livre, j'ai dédicacé ce livre évidemment à ces deux femmes. C'est ma façon d'honorer leur mémoire. Bien sûr, bien sûr. Et alors donc, pour cette demande de compensation financière, on vous demande, Madame K vous demande de justifier par un certificat médical. Alors, euh, c'est énorme, mais je vous laisse la parole. Ah ben oui, bien entendu. Je m'en suis amusé d'ailleurs très souvent, mais je n'ai pas pu faire un document médical prouvant que j'avais des séquelles, puisque personnellement, j'estimais que je n'en avais pas. Alors, j'ai renoncé à cette pension éventuellement, euh,
sans poursuivre plus loin, et j'ai mis un terme à ces négociations, à cette discussion. Madame K étant une personne très bien. Au reste, le K qui évoque Kafka n'est pas un choix de romancier. Son nom, son vrai nom à cette dame, commençait bien par un K. Ah oui. Alors, je vois que vous faites également allusion à un grand écrivain israélien, Aleph Bet Yehoshua. Est-ce que vous notez AB, je suppose que c'est Aleph Bet Yehoshua auquel vous faites référence? Ah non, pas du tout. Ah, mais je l'ai pris. Alors là, vraiment, je l'ai pris parce qu'il y a un de ses romans où il parle également de la déportation et de ce qui s'est passé en Europe. Ah, Eh bien, ah, vous me la- quelque part, on le glorifie. Alors maintenant, Jean-Yvan, si vous pouviez nous parler de quelques-uns de ces enfants, parce que vous citez Belle Humeur, vous citez Edgar, vous parlez de grand-père, grand-papa qui avait le pied brûlé, des personnages assez hauts en couleur, que l'on voit traverser comme ça votre roman. Oui, mais alors c'est là où la littérature intervient. Car j'ai des souvenirs très très vagues de cette époque, bien entendu, et je me souviens vaguement de ces enfants, et j'ai voulu en faire des personnages, en les poussant au bout d'eux-mêmes. Je me souviens que l'un d'entre eux s'était brûlé le pied. Alors j'ai créé la situation dans laquelle j'ai imaginé qu'il s'était brûlé le pied. Et c'est valable pour les autres personnages, vraisemblablement. Vous voyez, ça, c'est la part de la littérature. Mais je ne peux bien Par en dire plus. exemple, Dixit Belle Humeur, vous le voyez un jour en pleurs, et il y a une très belle phrase où il dit, vous dites, quelque part, parce qu'on annonce le débarquement, vous aviez l'impression qu'il préférerait rester parce que vous avez quand même été choyé par ces deux femmes par rapport à tant d'autres enfants qui ont vécu les affres de la déportation, même les affres des camps en France. Hein. Bien Euh, sûr, Quand je parle de ça, je ne peux pas m'empêcher d'être prise de colère. bien sûr. Mais Et là, effectivement, il y avait une sorte de fraternité tout à dans fait. ce chalet de montagne. Et que le débarquement mettait une fin à cette période où on se considérait comme protégé par ces deux femmes et liés entre nous, les enfants, par une grande amitié, bien entendu. Et tout d'un coup, le débarquement, qui était une situation positive, bah, contrariait un peu, évidemment, l'amour que nous nous portions les uns aux autres. Ah, Est-ce que vous c'est en un avez paradoxe. retrouvé, est-ce que vous en avez Pardon? est-ce que vous en avez retrouvé quelques-uns? Non, pas du Pas tout. du tout. Non, non. Mais vous savez, maintenant, il reste pratiquement plus personne, n'est-ce Ouais. pas? Hein, c'est pas. Non, Alors, je n'ai pas gardé le contact. vous citez quelques auteurs et j'ai beaucoup apprécié quand vous avez cité Giorgio Bassani, qui est l'auteur du Ah, Jardin des Finzi Contini, et qui écrit oui. que dans la vie, si l'on veut comprendre vraiment ce que sont les choses de ce monde, il faut mourir au moins une fois. Oui, alors là, j'ai pensé à ça au cours de mon opération. Oui, C'était une opération, comme je vous dis, lourde. lourd, Et effectivement, c'est quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Et que quand l'expérience est passée, qu'elle s'est bien déroulée, j'en déduis que c'était positif pour moi. bien C'est un sûr. vécu extraordinaire, mais évidemment. Évidemment, 2 secondes avant l'anesthésie, on pense à un certain nombre de choses, c'est nécessaire, c'est inévitable. Et j'ai pensé à cette phrase qui m'est restée, que j'ai notée parce que elle est d'une grande beauté en plus Elle est et d'une grande très vérité. belle et puis très forte. Alors, vous avez quand même un souvenir de votre séparation avec votre mère, c'est quand on cherche votre doudou auquel il a manqué une oreille. Parce qu'en fait, si j'ai Ah, bien compris, c'est un voisin qui vous a pris, vos parents vous ont confié à un voisin, un monsieur qui vous a emmené à l'étage supérieur, peut-être dans un grenier. Enfin, et ce souvenir, je pense, a dû se cristalliser en vous. certainement, mais c'est une reconstruction, Ah oui, totalement. Vous voyez, d'accord. c'est là où je Et- parle de littérature et non pas du tout de témoignage direct, ouais. bien sûr. Mais très souvent, vous avez une phrase qui revient, qui n'a pas vu une mère pleurer n'a rien vu. Ah, c'est une phrase que j'ai dite ou que je pense quand je vois les conflits que nous traversons. Mais oui, mais Et oui, quand je vois les mères pleurer où qu'elles soient, c'est absolument, terrible. absolument, Voilà. absolument.
Pourriez-vous nous parler de l'oser maintenant? Parce que vous en parlez aussi souvent, assez Oui, souvent, et je bon, crois que c'est mérité d'en parler. oui, je cite l'OSEC, qui est une organisation qui s'occupait de placer les enfants, de leur sauver la vie. Il n'y a pas d'autre mot. Et enfant, je ne me rendais pas compte de son importance, bien entendu, mais quand elle déléguait auprès des enfants et des familles en danger pour sauver leurs enfants, évidemment, c'est une organisation à laquelle on doit rendre hommage. Et c'est ma façon de rendre hommage à l'OSEC, comme je rends hommage à Simone Chaumet et Germaine Bisserier, car je les associe totalement dans le souvenir, bien sûr. Ouais. Alors, Jean-Yvan, vous citez aussi Georges Perec. Quand il écrit dans Souvenirs d'enfance, une fois de plus, je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait plus ce qu'il craint ou désirait le plus, rester caché ou être découvert. Le hasard fait que Georges Perec, nous étions de la même année. Il est mort jeune. Il Oui, a été lui-même enfant caché à Villard-de-Lans, je crois me souvenir. oui, tout à fait. Hein, c'est ça. Et évidemment, il y a une forme de paradoxe dans le fait d'écrire et de se cacher en même temps. Comment puis-je chercher à, à parler de mes livres et en même temps penser toujours que il faut pas se montrer. J'ai peut-être à une époque longtemps conservé ce réflexe. Et c'est un problème difficile à résoudre que je n'ai jamais résolu. Et Pérec décrit admirablement cette situation qui nous a été faite à nous les enfants cachés. Nous montrer, comme lui-même écrivait, publier avec quel talent évidemment, et en même temps ce besoin d'être caché dans la crainte d'être dénoncé. On ne sait trop quoi aujourd'hui, mais on le vit comme ça. C'est très fort parce que ça renvoie tout être humain au jeu de cache-cache. Bien sûr, D'accord? bien sûr, bien sûr, Espère-t-on être dévoilé ou prolonge-t-on la cache? bien sûr. Le masque de la couverture du Pierrot de Valdès renvoie à cette notion, et c'est pourquoi je tenais à l'avoir en couverture. C'est exactement l'esprit du roman. Alors, vous faites aussi l'éloge du corps médical pendant la Ah, pandémie, bien d'accord? sûr. Et là, c'est très mérité, où vous rappelez justement tout le monde dans les balcons en train d'applaudir. Vous dites, tout le monde manifeste sa gratitude. Je n'applaudis pas, car le cœur y est, mais une pudeur m'empêche d'en faire toujours état. Je n'ai aucune explication à ce comportement, mais c'est le mien. Mais oui, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était, vous alliez chercher au plus profond de vous-même, hein. Et Ouais. quel est le souvenir le plus prégnant que vous avez de la libération? Ils débarquent, ils arrivent. Voilà l'image de cette femme, Germaine Visserier, qui était en bas de l'escalier. Moi, je suis dans le dortoir, j'allais descendre l'escalier et je vois cette femme en bas crier, ils arrivent. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais voilà pour moi la libération. Quand j'ai compris après, quand on m'a expliqué ce que c'était, voilà le souvenir, le flash qui revient et qui est resté devant mes yeux. On vous a amené où en tant qu'enfant, une fois la libération, une fois le débarquement? Est-ce que vous avez une image qui s'est fixée dans votre esprit ou c'est le brouillard? Honnêtement, en toute sincérité, c'est beaucoup le brouillard. Simplement, je sais que nous sommes allés à Lyon, à Marseille. J'ai même une vision est restée dans mon esprit, le pont transbordeur. Vous imaginez, personne ne se souvient de ce qu'est le pont Bien sûr. transbordeur. Pourquoi cette image s'est accrochée sur ma rétine, je ne sais pas, mais elle est là. Voilà, c'est des choses comme cela. À Lyon, je me souviens d'une rue vaguement, un grand bâtiment, je ne sais même pas ce que c'est. Mais autrement, c'est le brouillard total. Je n'émerge, à mon avis, au niveau du souvenir, que dans les années 46, mais j'ai 10 ans déjà, et lorsque nous sommes venus habiter dans le Marais, que je décris un petit peu dans le livre, Oui. puisque j'ai écrit plusieurs livres sur le Marais et les Juifs du Marais. Alors justement, vous rappelez une de vos déambulations dans le Marais où Bertrand Delanoë est en train d'apposer une plaque sur une école. Tout le monde applaudit. Vous, par pudeur et je pense par choix, vous n'avez pas applaudi, mais vous y êtes retourné tout seul 2 jours Bien après. sûr. Mais, mais
Mais oui, c'est mon comportement. Je ne me joins pas pour applaudir, mais seul je rends hommage, effectivement. Et je suis allé relire le nom de ces enfants qui ne sont pas revenus, évidemment. Et c'était un moment très émouvant. Bien sûr, bien Oui. sûr. Est-ce que aujourd'hui, avec ce que nous vivons un peu partout dans le monde, où malheureusement la peste brune peut réapparaître à n'importe quel moment, y compris en France, qu'êtes-vous amené à dire, vous, l'enfant caché pendant 17 mois? Évidemment, j'éprouve une grande crainte. Cette idée que des choses tragiques, inacceptables peuvent recommencer. Mais je me refuse au pessimisme parce que je crois me souvenir que Shimon Peres lui-même disait, mais qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme? Rien. Alors j'espère que des solutions se trouveront. Sinon, au moment où de partir, puisque j'arrive à cet âge-là, c'est terrible, terrible. Et je ne veux pas imaginer une seconde qu'on ne trouve pas des solutions aux problèmes graves qui se posent à nous, mais sans que je puisse augurer ni le bien ni le mal. Je ne sais pas. Mais c'est terrible. Presque un siècle passe et voir les choses revenir. Et ça, évidemment, ça n'appelle à la vigilance, tous tant que nous sommes, bien sûr. Et je crois qu'écrire, si ça a quelque utilité, c'est de rappeler ça. Nous sommes les témoins de nos morts. Quand on écrit, moi je dis, je fais parler les morts. Pourquoi? Morts dans certaines conditions, mais ne recommençons pas. Mais les paroles ne sauveront peut-être rien, je ne sais pas. Alors, Jean-Yvan, vous rappelez avoir refusé de retourner à l'école de la rue de Moussy où vous aviez été traité de sale juif. Oui, oui, j'avais du mal à retourner. Ma mère ne comprenait pas pourquoi je n'osais pas lui dire. Ça, j'ai un souvenir très précis, hein. Alors maintenant, il m'arrive de passer devant cette école, qui est un très beau bâtiment, magnifique. Et je me rejoue un peu la scène, évidemment, dans la cour, à la récréation. Mais je n'ai pas gardé d'acrimonie, pas du tout. C'est comme ça. Mais simplement, je me dis, il ne faut pas que ça recommence. Vraiment. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Jean-Yvan. Nous allons terminer sur ces belles paroles. Plus Merci. jamais ça. Je Plus rappelle jamais. Sourire d'un enfant caché de Jean-Yvan aux éditions Méo. Merci Je vous beaucoup. montre la quatrième de couverture. Procurez-vous ce livre qui est très, très touchant, très fort, avec une grande portée. Merci, Jean-Yvan. Merci beaucoup, madame. Merci bien. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.